Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français. Nous ouvrons tout de suite cette édition avec le sommet de l'ASEAN qui se déroule dans la capitale malaisienne, Kuala Lumpur. Une série de 9 réunions régionales a également été organisée en marge du sommet. La Chine participe à ces réunions et le Premier ministre chinois Li Keqiang a partagé ses points de vue lors de la réunion de l'ASEAN 10+1. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a félicité le rôle de l'ASEAN dans la coopération régionale. Il a également salué les relations entre la Chine et les pays membres de l'ASEAN. La Chine a toujours vu les relations du pays avec les nations de l'ASEAN comme une priorité dans ses relations avec ses voisins. La Chine soutient fermement le processus d'intégration et de communauté et son rôle central dans la coopération régionale. L'an prochain marque le 25e anniversaire de l'établissement des dialogues Chine-ASEAN. Je pense que la Chine et l'ASEAN travailleront étroitement pour promouvoir davantage la confiance politique mutuelle, la coopération pratique et les échanges culturels. Li Keqiang a félicité les stables relations commerciales entre la Chine et l'ASEAN lors de son discours. Lors de la baisse des échanges internationaux, le volume de commerce bilatéral entre la Chine et l'ASEAN pour la période de janvier à octobre a atteint 379,2 milliards de dollars, avec des investissements mutuels excédant les 150 milliards de dollars. Le nombre d'étudiants en programme d'échange des deux côtés a excédé 180 000. Li Keqiang a déclaré que la Chine et le bloc ASEAN ont conduit une série d'échanges d'individu à individu ces dernières années et 20 millions de touristes voyageront entre la Chine et les pays de l'ASEAN d'ici la fin de l'année. M. Li a souhaité également que toutes les parties intéressées travailleront ensemble pour stimuler leurs relations. Li Keqiang a également participé à la réunion de l'ASEAN 10+3 aux côtés de la présidente sud-coréenne Park Geun-hye et du Premier ministre japonais Shinzo Abe. Avant d'entamer les discussions, les dirigeants ont pris une photo de groupe. Le Premier ministre chinois a déclaré que l'Asie du Sud-Est reste la région du monde la plus dynamique en termes de croissance économique, malgré le ralentissement économique mondial. Il a déclaré que les conflits régionaux, le terrorisme des migrants et les catastrophes naturelles empêchent le développement économique, soulignant ainsi le besoin de créer un environnement stable et pacifique dans la région comme base de croissance. Il partagera ses points de vue avec les dirigeants lors de la réunion sur la coopération entre l'ASEAN et la Chine, le Japon et la Corée du Sud. La 6e réunion des dirigeants de la Chine, du Japon et de la Corée du Sud a été tenue plus tôt ce mois-ci à Séoul, capitale de la Corée du Sud, traçant l'empreinte bleue pour le développement des relations trilatérales. La communauté de l'ASEAN sera très bientôt annoncée et la coopération des nations de l'ASEAN entrera dans une nouvelle ère. Il s'agit d'un moment historique pour la coopération de l'ASEAN 10+3. Li Keqiang s'est entretenu avec son homologue indien Narendra Modi en marge du sommet de l'ASEAN à Kuala Lumpur en Malaisie. Le Premier ministre chinois a déclaré lors de la réunion que la Chine et l'Inde partageaient de nombreux intérêts communs en tant que principaux pays en voie de développement. Li Keqiang a mentionné les programmes chinois Made in China et Internet Plus et le Made in India et le Digital India indien. Il a déclaré que la Chine et l'Inde possédaient des stratégies de développement compatibles et profitaient d'un avenir prospère en matière de coopération bilatérale. Il a ajouté que la Chine souhaitait travailler avec l'Inde pour réaliser les premières étapes de la construction d'un couloir économique Bangladesh, Chine, Inde, Myanmar. Li Keqiang a affirmé que Beijing avait à cœur de renforcer la coordination avec New Delhi sur les affaires internationales, sur le combat contre le terrorisme et sur d'autres défis mondiaux. M. Modi a salué le développement des relations Chine-Inde. Il a dit que son pays souhaitait travailler avec la Chine pour mettre en œuvre leur consensus et pour renforcer la coopération dans les domaines du commerce, de la science et des technologies. Il semble que le stade de maturité soit arrivé pour l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est. L'ASEAN est prête à déclarer qu'elle est parvenue à son objectif de former une communauté économique intégrée avec presque tous les droits de douane pour les importations et les exportations retirés entre les pays membres. Mais cela ne signifie pas que des barrières commerciales n'existent plus.
À bien des égards, cela a été une année de test pour l'ASEAN. Plusieurs défis ont mis à l'épreuve la cohésion et la crédibilité de l'ASEAN, comme l'exode des musulmans de Rohingya du Myanmar qui ont fui vers la Thaïlande, la Malaisie et l'Indonésie, et la réponse lente aux feux de défrichement indonésiens qui ont choqué les pays voisins. Quand vous avez des problèmes qui sont multilatéraux, qui vont au-delà même des frontières bilatérales ou internes, comme la question des fumées, oui, des faiblesses apparaissent. Il y a eu des succès économiques toutefois. On estime que 96% de tous les droits de douane entre les pays de l'ASEAN ont été supprimés. Certaines industries comme l'automobile ont rapidement saisi les opportunités que cela apporte, contrairement à d'autres secteurs comme l'agriculture et les petites et moyennes entreprises. Beaucoup plus d'informations doivent être diffusées. La population de l'ASEAN doit être plus au courant de ce qu'offre l'ASEAN. Il y a un manque de connaissance de l'ASEAN parmi la population de l'ASEAN et les avantages que l'ASEAN peut apporter. De nombreux obstacles à une réelle intégration économique demeurent, comme les taxes locales, les quotas et les restrictions sur la propriété étrangère. Le défi pour les dirigeants sera de traduire les grands objectifs de cette vision en bénéfices concrets que la population de l'ASEAN peut voir. Nous faisons maintenant un point sur la prise d'otages au Mali qui a fait 21 morts, dont 3 ressortissants chinois. Les autorités ont annoncé rechercher au moins 3 personnes suspectées d'être impliquées dans l'attaque d'un hôtel de luxe de la capitale Bamako. L'hôtel Radisson Blu se situe à l'ouest du centre de la ville. Les autorités ont indiqué que des islamistes armés étaient entrés dans l'hôtel et avaient pris 170 personnes en otage. Le président américain Barack Obama et son homologue russe Vladimir Poutine ont condamné cette attaque. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a exprimé sa sympathie et présenté ses condoléances aux familles des victimes, ainsi qu'au gouvernement dont les ressortissants ont été visés. Au moins un ressortissant américain et plusieurs Russes ont été tués. Le Mali a déclaré l'état d'urgence pendant 10 jours. L'attaque a été revendiquée par un groupe affilié à Al-Qaïda. 3 cadres de la China Railway Construction Corporation figurent parmi les victimes de la prise d'otage de l'hôtel de Bamako au Mali. Les 4 ont été identifiés. Il s'agit de Zhou Tianxiang, directeur général de la division internationale du groupe, de Wang Xuanshan, directeur général adjoint de cette même division, et de Zhang Xuehui, directeur général de la division Afrique de l'Ouest. Le président Xi Jinping a énergiquement condamné l'attaque et a appelé les agences gouvernementales à accroître leurs efforts pour protéger les ressortissants chinois à l'étranger. Le président a également appelé la communauté internationale à faire plus pour empêcher de tels actes violents. Par ailleurs, le Premier ministre Li Keqiang a présenté ses condoléances aux familles des victimes et a ordonné aux départements concernés de gérer de manière appropriée les conséquences du drame. Et le ministère chinois des Affaires étrangères a confirmé que 4 autres ressortissants chinois avaient été secourus après avoir été retenus en otage lors de l'attaque qui a fait 21 morts. Le ministère et l'ambassade de Chine au Mali ont activé un mécanisme d'urgence quand ils ont appris ce qu'il s'était passé et sont entrés en contact avec les secteurs concernés pour les opérations de secours. Le ministère a indiqué que le gouvernement malien et la communauté internationale avaient fourni de gros efforts pour secourir les otages. Il a ajouté que la Chine condamnait fortement l'attaque. En Europe maintenant, la Belgique a élevé samedi au niveau maximal son état d'alerte terroriste pour sa capitale, Bruxelles. Le gouvernement a fait fermer les stations de métro de la ville et appelé la population à éviter les lieux à forte concentration de personnes et les endroits publics en raison de, je cite, une menace sérieuse et imminente. Un suspect originaire de Bruxelles et lié aux attentats djihadistes qui ont fait 130 morts à Paris le 13 novembre est toujours en fuite. Salah Abdeslam serait rentré en Belgique après les attaques. Les autorités le considèrent comme extrêmement dangereux. Les risques qu'il pose ont poussé les autorités à annuler un match international de football qui devait se tenir la semaine dernière à Bruxelles. Un porte-parole du centre de crise du gouvernement a refusé de donner des détails sur ce qui avait poussé à déclencher cette alerte. Un communiqué publié sur le site internet du centre indique qu'il a été recommandé de fermer le réseau ferroviaire souterrain jusqu'à dimanche. Lors d'une réunion d'urgence suivant les attaques terroristes de Paris, les ministres européens de l'Intérieur et de la Justice se sont mis d'accord pour mettre en place une série de nouvelles mesures antiterroristes qui comprennent des contrôles plus sévères des armes à feu et une surveillance accrue aux frontières.
Le présumé cerveau des attaques de Paris, Abdelhamid Abaoud, a fait 2 allers-retours entre l'Europe et la Syrie sans jamais être inquiété. Vendredi, les ministres européens de l'Intérieur et de la Justice ont donné un appui sans équivoque aux demandes de la France qui exigent qu'on revoie les modalités de la zone de Schengen pour permettre des contrôles systématiques aux frontières. Nous avons tous été affectés par les événements à Paris. Et ce n'est pas seulement la France qui a été attaquée, mais l'Europe entière. Même les citoyens européens doivent bientôt s'attendre à ce que leur passeport soit passé dans des bases de données criminelles et de sécurité lorsqu'ils entrent ou quittent la zone. La réunion de crise a commencé par une minute de silence pour honorer la mémoire des victimes des attaques de Paris qui ont été perpétrées par des djihadistes du groupe État islamique ayant des liens avec la Syrie et une cellule de planification basée en Belgique. Les demandes de la France pour l'adoption de mesures plus sévères ont été acceptées rapidement. Elles comprennent des mesures pour contrer la vente illégale d'armes et le trafic d'armes dans l'ensemble de la région. On s'attend également à ce que les nouvelles règles de l'Union européenne permettant la collecte et le partage de données sur les passagers de compagnies aériennes soient en place d'ici la fin du mois de décembre. Ce plan a longtemps été écarté par le Parlement européen en raison des préoccupations sur la protection de la vie privée. Mais une proposition de la Commission européenne pour établir un service de renseignement européen s'est butée à une certaine résistance. Nous ne devrions pas concentrer notre énergie sur la création d'un nouveau service de renseignement européen. Je ne peux pas imaginer que nous sommes prêts à renforcer à notre souveraineté nationale. Nous devrions nous concentrer sur l'amélioration de l'échange d'informations entre les institutions déjà existantes. Cela permet réellement de renforcer la sécurité. Les responsables européens ont aussi discuté des façons de s'attaquer au financement des terroristes. Cette mesure pourrait, en fin de compte, impliquer l'adoption de restrictions sur des monnaies virtuelles comme le Bitcoin. Économie chinoise maintenant, le yuan est devenu la seconde monnaie la plus utilisée dans les échanges commerciaux dans le monde. Il devrait faire son entrée dans le panier de monnaies de référence du SDR qui compte déjà le dollar américain, l'euro, le yen japonais et la livre sterling. Le président chinois Xi Jinping a déclaré que cela allait perfectionner le système actuel et stabiliser la structure financière mondiale. Voici le siège de la Banque de Chine à Londres. Les traders procèdent à des transactions en yuan pour le monde entier, des transactions qui sont de plus en plus nombreuses. Nous avons eu par jour en moyenne 61 milliards de dollars en volume d'échange l'an dernier, soit beaucoup plus que les années précédentes. Londres va jouer un rôle important dans le processus de mondialisation du yuan. En plus du trading, plus de produits sont disponibles en yuan. Le mois dernier, le premier bon vert nominé en yuan à Londres a été introduit à la Bourse de Londres. Cela a remonté l'influence du yuan et a aussi fourni un instrument d'investissement pour le marché, spécialement quand les taux européens sont bas. Le bond sur un an a un retour de 3,1%, tandis que les eurobonds ont un retour de moins de 0,3%. C'est un contraste saisissant. Nos bons sont les meilleurs. De plus, l'usage grandissant du yuan pour les règlements interfrontaliers a apporté de nouvelles opportunités de financement et réduit les coûts des processus d'échange étrangers. Les entreprises disent que cela va apporter plus de croissance. La monnaie est en cours d'internationalisation. La Chine joue un rôle majeur dans l'économie mondiale. Ce n'est plus un pays isolé. Si la demande chinoise baisse, les exportations des autres pays s'écroulent. Les actions, qui sont propres à maintenir le rythme de croissance et à soutenir la consommation, sont toutes les bienvenues. Le Fonds monétaire international a dit la semaine dernière que le yuan possède les critères requis pour être inclus dans le panier des droits de tirage. C'est un mécanisme permettant aux participants de renforcer leurs réserves en cas de besoin. Le président chinois Xi Jinping a salué l'initiative, disant qu'elle allait renforcer le système mondial et la stabilité financière. Le président chinois Xi Jinping a souligné au sommet des PDG de l'APEC que la Chine allait continuer à ouvrir son économie. Le secteur de l'assurance joue un rôle majeur dans cette politique d'ouverture, les compagnies d'assurance étrangères bénéficiant quasiment du même traitement que les compagnies locales. L'Australien In Xiaosong a été parmi les premiers assureurs à se lancer sur le marché chinois.
Il est de fait un témoin privilégié de l'évolution du secteur chinois de l'assurance. Nous bénéficions désormais de quasiment le même traitement que les compagnies d'assurance locales, en particulier dans des domaines tels que l'assurance vie et l'assurance habitation, et également en termes de type de couverture, de région et de ligne de produits. Les différences s'amenuisent. Swiss Re fait partie des premières compagnies étrangères à s'être implantées sur le marché chinois. Elle est actuellement leader de la réassurance en Chine, où à ses yeux, la marge de développement est encore immense. Le rythme est l'un des caractéristiques. Le modèle de développement que nous avons eu ces dernières années n'est pas comparable avec celui des autres marchés. Il existe de nombreux marchés qui ont connu une forte croissance, mais pas à l'échelle de la Chine. Je peux vous donner plusieurs exemples si vous voulez. Nous avons déployé un système d'enregistrement en ligne et la semaine dernière, nous avons enregistré notre millionième transaction sur ce système. Et dans les autres marchés où nous avons ce système, cela se compte en milliers. Ça illustre bien la différence d'échelle et de demande également. Il nous revient de satisfaire cette demande. Les compagnies d'assurance étrangères ont depuis 2012 pleinement accès au marché de l'assurance automobile, ce qui a représenté un tournant après l'accession de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce en 2001. 56 compagnies d'assurance étrangères, originaires de 16 pays, se sont récemment implantées en Chine. Et ce mouvement semble loin d'être terminé. Passons maintenant en Chine. Depuis le 18 novembre, le pays propose, comme chaque année, un lingot d'or à l'occasion de la fête du printemps. Son prix est particulièrement faible cette année. Le lingot d'or est fabriqué cette année pour fêter l'arrivée prochaine de l'année du singe. Il est vendu à 267 yuan le gramme, un cours très bas. Au cours des dernières années, le lingot d'or de la nouvelle année a connu de larges fluctuations. Entre 2003 et 2012, son prix a plus que triplé, mais depuis 2013, il a perdu un tiers de sa valeur. Le secteur de la bijouterie a toujours contribué à la forte demande pour l'or. Au premier trimestre de cette année, il représentait 60% du marché total, soit le plus haut niveau depuis 2008. La Chine et l'Inde étant des premiers acheteurs. La Chine et l'Inde représentent 45% de la demande totale mondiale de l'or. Mais le premier trimestre est traditionnellement bas. Nous sommes donc modérément optimistes sur les besoins pour l'or en Chine. Les spécialistes l'affirment, le prix de l'or pourrait grandement être affecté par le changement de taux au sein de la Réserve fédérale. Un grand espoir concernant la montée du taux de la Fed devrait conduire à une baisse relative du marché des métaux précieux. Cependant, en octobre aux États-Unis, les prix de vente au détail et les données de l'indice de prix à la production n'ont pas été à la hauteur. Ils ont assombri sa hausse du taux cette année. Selon les analystes, les prix de l'or n'ont pas atteint leur niveau plancher et la baisse devrait se poursuivre. La Chine a lancé un satellite de communication appartenant au Laos à partir de son centre de lancement des satellites à Xichang, dans la province du Sichuan. Le président chinois Xi Jinping et son homologue laotien Choumali Sayasone se sont félicités de la réussite de ce lancement. Le Laosat-1 est le premier satellite envoyé par la Chine vers un pays de l'ASEAN. Il s'agit également du premier satellite de communication du Laos. La Chine l'a adapté spécifiquement pour le pays. Le satellite fournira des services de retransmission télévisuelle, d'accès au réseau sans fil ainsi qu'à la communication internationale. Ce satellite jouera un rôle important pour un pays qui est toujours dans les premières phases de développement de la communication. Le design du Laosat-1 est basé sur les technologies existantes de la Chine, qui prennent principalement exemple sur la plateforme Dongfeng 4, satellite de communication avec des fonctions puissantes. Mais ce n'était pas le meilleur choix pour le Laos. Zhou Zhicheng, directeur du département des communications de satellites de l'Académie chinoise de la technologie de l'espace, est l'ingénieur en chef de ce projet. Dongfeng 4 est trop grand pour le Laos. Nous avons donc adapté un meilleur design en réduisant les coûts de performance. Par exemple, dans le passé, nous utilisions une batterie en nickel-métal dans le système de puissance. Un générateur pesait plus de 230 kg. Aujourd'hui, nous utilisons une batterie en lithium-aluminium, réduisant le poids à moins de 100 kg. Grâce à cette découverte technique, le poids total du satellite pèse moins de 4 tonnes. Il s'agit cependant d'une tâche importante avec de grandes attentes.
Autrefois, le Laos louait des satellites d'autres pays. Aujourd'hui, le pays possède son propre satellite. Les gens peuvent apprécier davantage de programmes de télévision. En plus, de nombreuses zones montagneuses situées dans le nord du Laos n'avaient pas accès à de telles communications. Grâce à ce nouveau satellite, la population des montagnes pourra apprendre davantage sur le monde extérieur. Ce satellite fournit également des services de réseau sans fil, des services de données à haute vitesse au Laos et d'autres pays le long de la route de soie maritime. Cela deviendra une importante plateforme pour l'information et la connectivité culturelle entre ces pays. En plus du satellite, la Chine a aidé également le Laos à construire une station terrestre satellite. Ce projet a permis à de nombreux techniciens laotiens de venir en Chine pour se former lors de la période de construction. Une amitié depuis plus d'un demi-siècle. Une coopération à travers l'océan Indien. La Chine a raffermi ses liens avec ses partenaires africains. Voyageant à travers le continent, les reporters de CCTV vous racontent de nouvelles histoires de l'Afrique. Ces élèves congolais ont dentelle. Je me trouve à la gare de Voi. Couvrant sa vitalité, ses besoins et ses opportunités dans une nouvelle relation avec son partenaire oriental. La Chine participe aux opérations des casques bleus de l'ONU, principalement en Afrique depuis les années 90. Le pays s'engage à continuer à participer à ces opérations. Reportage au Soudan du Sud. Un entraînement intensif pour les prochaines missions en Afrique. Un bataillon d'infanterie de 700 soldats se rendra au Soudan du Sud pour une mission de 1 an en décembre. 225 ingénieurs militaires seront déployés dans la région de Darfour. J'espère que nous travaillerons tous d'arrache-pied pour réaliser cette mission, afin d'apporter de l'espoir et la paix aux Africains et pour leur offrir une vie meilleure. Les missions des casques bleus chinois en Afrique ont commencé en 1991. Jusqu'à présent, près de 30 000 soldats chinois ont servi dans 16 missions de l'ONU en Afrique. Dans le passé, les casques bleus chinois se sont consacrés principalement à l'ingénierie, au transport, à l'aide médicale et au maintien de la sécurité. Depuis cette année, la Chine a commencé à déployer des bataillons d'infanterie pour protéger les civils. Le travail des casques bleus chinois est salué par les locaux. Un très grand remerciement aux casques bleus chinois pour avoir déployé des équipements et de la main-d'œuvre pour nous aider à améliorer notre environnement. Ils nous ont fourni beaucoup d'aide. J'espère qu'ils seront capables de venir dans nos camps plus souvent. Nous avons été forcés de quitter notre maison. Il y avait une pénurie de nourriture, de soins médicaux et les conditions sanitaires étaient déplorables. Les casques bleus chinois nous ont beaucoup aidés. Nous apprécions ce geste et espérons qu'ils pourront rester jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'à ce que nous puissions rentrer chez nous. La Chine s'est engagée à continuer à participer aux opérations de maintien de la paix de l'ONU en Afrique. Lors du 70e anniversaire du sommet des casques bleus au siège de l'ONU à New York, le président chinois Xi Jinping a annoncé que la Chine contribuera à hauteur de 8000 soldats à la force de maintien de la paix de l'ONU et qu'elle fournira une assistance militaire d'un montant de 100 millions de dollars à l'Union africaine au cours des 5 prochaines années. Ce journal est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous dans 1h30 pour une nouvelle édition d'Afrique Info. Excellente suite de programmes sur CCTV français.